Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Et bien encore de très belles lectures. Ouais, Aujourd'hui, un petit gros coup de gueule, même pour ces libraires, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais néanmoins, on en parle. Ce sont des libraires qui refusent de diffuser les livres qui sont édités par Hachette, propriété Bolloré. de Bolloré. Alors, on peut aimer, ne pas aimer Bolloré, mais il y a ces libraires refusent de distribuer, de vendre ces livres-là. Donc, ce sont des auteurs qui sont punis parce qu'il y a tout un tas de maisons qui appartiennent à Bolloré, Calman Lévy, Fayard. Donc, ce sont des auteurs qui sont punis. Et puis, puis moi, je trouve, j'en reviens toujours au même truc, que ça soit les gens de gauche, les gens de droite, les livres parus, il y a des gens qui forcément me plaisent pas. Mais moi, en tant que libraire, je n'ai absolument aucune justification pour interdire aux gens de lire quelque chose. C'est-à-dire que s'ils veulent pas acheter les livres de chez Bolloré, ils les achètent pas. C'est la meilleure façon. Mais c'est pas à moi d'être le censeur quelque part de lecteurs, d'auteurs et de choses comme ça. Ça m'a toujours fasciné. Mais c'est pas que à ce niveau-là, c'est tous les niveaux. Je n'ai absolument aucun droit de censurer. Puis je trouve que c'est un mépris pour les lecteurs parce que les lecteurs, ils sont grands. Ils sont capables de décider de ce qu'ils veulent lire et de ce qu'ils ne veulent pas lire. S'ils détestent Bolloré, ils vont chez leur ils regardent la liste des maisons d'édition. Et alors dans ce cas-là, ça tombera, Bolloré, il tombera puisqu'ils achèteront plus leurs livres. Mais c'est pas à moi. Moi, je n'ai aucune intellectuellement de droit et tout de leur dire, non, les enfants, vous aurez pas ça chez moi. Bien sûr. Donc il y a un petit marque-page qui a été édité. La maison d'édition de ce livre appartient à Hachette. Acheter ce livre finance l'Empire Bolloré et son projet néo-fasciste, raciste, colonial et écocidaire. Donc ils les vendent, mais avec ce petit bandeau dessus, boycott Bolloré Hachette. Donc en plus, je vois pas l'intérêt. Alors en plus, parce que ça veut dire qu'ils les vendent. Ils les vendent, mais en disant nous, en se pinçant le nez. J'ai trouvé ça assez lamentable. Alors s'ils veulent faire de la résistance. Puis au niveau des mots, quand même, il faut. Il y a un impact des mots. Mais c'est une époque où les mots, on emploie des mots hyper forts. Justement parce que quand on va parler de fascistes et de choses comme ça, ça fait écho justement à l'anniversaire des 80 ans de la libération des camps, du camp d'Auschwitz en particulier. Beaucoup de témoignages bouleversants ces derniers jours. Et vous vouliez justement alors déjà nous parler à la base, livre, si vous avez à vos enfants, je trouve qu'on devrait faire lire à nos enfants dès 15 ans, 14-15 ans. S'il y en a un, c'est Si c'est un homme de Primo Levi chez Pocket, parce que dans ce livre, c'est écrit déjà par un écrivain, et là il y a une puissance des mots, et là vous pouvez pas être insensible à ça, et ça leur montrera ce que c'est que le fascisme dans toute son ampleur. Et là vient de paraître, alors il y a beaucoup de témoignages, mais j'ai été très touché par un bouquin qui s'appelle Les filles de Birkenau, c'est des récits recueillis par David Teboul, c'est aux éditions Les Arènes. Alors c'est 4 survivantes, Isabelle Choco, Judith Elkan Hervé, Ginette Kolinka et Esther Seno. C'est un très très joli livre, elle les a réunis. Alors, si vous allez sur le podcast, vous allez voir, la photo est très jolie. Ils sont à la campagne, autour d'une table. Et alors, elles vont boire, c'est un repas façon un peu recette juive, vous savez. Et alors, elles rient, c'est à la fois tragique, elles ont du recul, de l'humour, mais elles vous racontent aussi leur calvaire, leur histoire. Il y a plein d'histoires différentes. Et ça rend humain ces témoignages encore plus parce que c'est des destins individuels. Et puis, elles sont vivantes, là. Et puis, il y a de la joie, il y a des larmes, il y a de la révolte, il y a de la tendresse, il y a ça c'est. Et il y a du rire, parce que je précise, quand vous dites un repas juif, c'est-à-dire que David Teboul, il est cinéaste, vidéaste, donc il a monté ça un peu à la manière d'un plan séquence, et donc il a lancé des invitations et il dit la table est dressée, carte farcie, vodka, strudel aux pommes, gâteau au fromage. Les filles de Birkenau se mettent à table et elles se racontent comme jamais, elles se coupent la parole, elles éclatent de rire, tout est dit sans filtre. Et elles boivent, et le truc, et c'est génial quand je dis c'est le côté chaleureux, ça redonne de l'humanité à ces gens qui sont des survivantes. Et alors c'est ce qui est terrifiant, c'est que bientôt il y aura plus de survivantes, et donc c'est aux nouvelles générations de transmettre cette chose, parce que je trouve que les années on en revient toujours aux mots, c'est-à-dire qu'on donne des mots à des choses qui n'ont pas la même signification. Enfin, les gens se traitent de fascistes, il y a une disproportion des valeurs et tout. Là, ça redonne du poids aux mots. Donc, et puis la forme est intéressante parce que c'est sous forme de dialogue. Isabelle
Isabelle dit quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je le dise. Mais vous parlez trop, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, je suis désolée. C'est compliqué de vous entendre tout le temps parler. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est à mettre entre toutes les mains. Ouais. Et c'est comme la couverture. Quand vous regardez la couverture, regardez sur les podcasts. C'est dans un jardin vert, une table avec des 3 femmes. Là, pour le coup, elles sont 4 qui discutent. Et c'est franchement magnifique. Hein. C'est aux éditions Les Arènes. Ça s'appelle Les Filles de Birkenau et c'est un récit. Les récits sont recueillis par David Teboul. On passe. Alors peut-être juste rappeler le livre de Cécile Chabot qui s'appelait Indigne. Indigne, elle s'est intéressée à un homme dont elle avait retrouvé les dessins. Alors c'est un prisonnier. Il a été prisonnier d'un camp de concentration, mais condamné à mort à sa sortie. Ça pose toute la question. Pour collaboration. Voilà, pour collaboration. Ça pose la question de la loyauté des salauds, de ceux qui. Est-ce qu'on est monolithique? Est-ce que la vie est noire? Est-ce que la vie est blanche? Qu'est-ce qu'un salaud? Parce qu'il était adhérent avant son incarcération au PPF de Jacques Doriot. Donc c'est très contemporain en plus parce que c'est le trajet, c'est mis en perspective avec aujourd'hui d'un jeune homme qui veut retrouver les traces de cet homme. Franchement. Très bon et Dieu livre. sait si le PPF était une abomination. Absolument. Donc, Indigne de Cécile Chabot. On vous le conseille également si vous voulez avoir un éclairage, un pas de côté sur cette époque. Absolument. On va faire un petit sourire après tout ça parce que c'est un peu compliqué. Là, je viens de lire. C'est tout petit. Hein. Vous pouvez le prendre dans le métro, le RER. Ça s'appelle ZU. Vous savez, Z-U, comme quand vous allez chez l'opticien. C'est l'opticien quand vous lisez les lettres. C'est de Fourassi. Alors lui, il avait fait un livre qu'on avait adoré. C'était Les Pantoufles. Vous savez, le monsieur qui sort de chez lui en pantoufles. Oui. Il ferme la porte, il oublie ses clés à l'intérieur. Et là, toute sa vie va changer parce qu'il va se retrouver dans la rue. Enfin, au niveau humour, c'était absolument extraordinaire. Et alors, c'est ça. En fait, lui, il est myope comme un pot, mais alors depuis des années et des années, ce que je peux comprendre, hein, mais pas autant que lui. Et ça lui a pourri la vie. Alors, c'est des petits chapitres où il raconte ce qui lui est arrivé. Alors, c'est plein d'humour, mais ça peut être aussi quand vous êtes ado, que vous avez des boutons et en plus des grosses paires de lunettes, parce que c'était pas la même génération. Maintenant, maintenant, c'est très mode. Tout le monde, même les gamins, ils ont des trucs roses, bleus, mais à l'époque, c'était pas bleu. Et ça raconte cette histoire. J'ai passé un super moment, c'est-à-dire que si vous êtes myope, vous allez retrouver vos problèmes. Puis si vous n'êtes pas myope, vous allez comprendre ce que c'est que d'être myope. Et quand vous retirez vos lunettes, vous voyez plus la personne qui est en face de vous. C'est une petite merveille. C'est léger. C'est ça, je sais pas, ça a 50 pages et c'est très très court à lire. Franchement, le type est surperdoué au niveau de cette façon de raconter le quotidien et puis d'en déboucher sur d'autres. On peut penser à autre chose. Oui, absolument. Ça s'appelle ZU. Z-U. C'est chez L'Arbre Vengeur. J'adore de cette édition. Le nom, L'Arbre Vengeur, et c'est de Fourassier. Voilà. D'accord. Et alors, moi, je vous conseille de relire David Lodge, qui nous a quittés il y a quelque temps, en sourdine. Il devient sourd, et je l'ai relu, en fait. Il devient sourd, et alors, c'est un roman, mais c'est inspiré de sa propre vie. Il y a des moments, mais vous éclatez de rire. Donc, pour nos auditeurs qui ont des problèmes d'audition ou des proches, franchement, relisez David Lodge. Je suis tombée dessus, en fait, dans ma bibliothèque, en me disant, tiens, j'ai envie de relire David Lodge, et c'est des petits bijoux d'écriture et d'humour qui existe en poche. En poche, chez les Rivages. Chez Rivages, vous pouvez tout relire de David Lodge, mais en sourdine, parce que vous parlez de la vue, ça m'y fait penser. Là, c'est l'audition. Je trouve que c'est le rôle des libraires, justement, de faire ça, c'est-à-dire de remettre en lumière des gens qui ont un peu disparu, parce que les gens se rendent pas compte, mais c'était de la folie quand c'est paru. C'était comme Johnny Irving, c'était des gens, dès qu'il y avait un livre qui paraissait de Lodge, c'était des centaines et des centaines et des centaines de livres. Et là, il était un peu disparaître. Donc ça, là, c'est juste, puisqu'on est dans l'audition, c'est Claire-Hélène Welch et Carolina T. Godina qui a écrit L'ours de la lune aux éditions Gauthier-Langros. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille. Alors en plus, il n'y a même pas besoin de texte. Non, mais c'est comme là, il n'y a pas de phrase parce que, en fait, c'est que des images. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, elle a peur la nuit. Alors, ça va tant que sa maman est au bord de son lit, qu'elle lui raconte une histoire, mais dès que elle est dans son lit, elle a peur. Et là, il y a un moment, il y a un rayon de lune qui arrive. Et ce rayon de lune, elle va lui faire rencontrer un ours. Regardez, c'est absolument magnifique. Beau. Il y a très peu de texte. Non, c'est très peu de texte. C'est pour les enfants qui ont peur la nuit. Absolument. Et ça, on l'a essayé parce on fait des tests dans notre librairie en disant est-ce que ça marche ou pas. Cobayes. Voilà. Et en fait, ça marche. Les gamins. Alors, le problème, c'est qu'il faut chercher le rayon de lune. Mais après, c'est magnifique. Franchement, c'est un très 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 joli livre. Et il n'y a pas de texte, donc vous pouvez dans l'absolu le lire quand ils sont tout petits. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et ça marche puisque à la fin, la petite fille, elle dit à sa maman, c'est
c'est l'heure d'aller au lit, alors qu'avant, elle voulait pas se coucher. Et ça résout pas mal de problèmes. Et puisqu'on parle de vision, on a préparé l'émission. En noir et blanc de Tana Oban. C'est un premier livre pour les bébés qui apparemment ne voient pas les couleurs. Ouais. Donc c'est un livre où qui est cartonné. Ça pourrait être un premier livre pour enfants où vous avez découvert une feuille. Je pense que c'est vers 8-9 mois où on peut commencer à montrer les livres pour enfants. Je trouve que c'est une très très bonne idée avant de percevoir les couleurs. Les bébés perçoivent les contrastes, le noir, le blanc sur le noir. Et donc c'est dans ce livre noir sur blanc et blanc sur noir, c'est une édition accordéon pour les tout petits pour qu'ils reconnaissent. C'est super bien fait, c'est super joli. C'est chez Kaléidoscope. Voilà, on a fini première partie, mais on continue. On a plein de choses à vous dire. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous avez découvert cette semaine ? Je me suis fait engueuler par mes clients et puis par plein de gens en me disant, mais vous n'avez pas lu l'énigme Tin Glass, paru en 2018 de Gareth Rubin ? J'allais vous le dire. Oui. Non, je n'ai pas lu. Mais écoutez, c'est formidable et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les écoute. Donc, j'ai été lire et c'est absolument remarquable. Alors, en plus, c'est original, c'est que pour le même prix, vous avez 2 livres. C'est-à-dire que vous prenez face, et après vous le retournez, et vous avez l'autre histoire, vous avez 2 histoires. Alors pourquoi ? Parce que alors je vous explique. Alors dans la première histoire, on est en 1881, il y a un jeune médecin londonien qui débarque sur une île pour soigner son oncle qui est persuadé d'être empoisonné. Et là, dans un coin de la maison, il y a une cage de verre dans laquelle est enfermée une femme qui a tué son mari, qui est considérée comme folle. Là, il va mener l'enquête, commence l'enquête. Mais pour avoir la solution de l'enquête, et vice-versa, vous retournez le livre, et là, vous avez un autre histoire qui commence en 1939. Et alors, on est aux États-Unis, il y a le fils d'un gouverneur qui est assassiné. Qui est pendu, qui est retrouvé pendu, et on décide que, le médecin dit il s'est suicidé. Et son ami dit non, c'est pas possible, il s'est pas suicidé, et il mène l'enquête. Et pour avoir la solution, s'est-il suicidé? Pourquoi s'est-il suicidé? C'est dans l'autre partie du livre. C'est génial, c'est-à-dire que vous êtes là, vous relisez, et moi je me suis fait avoir, ça paraît compliqué comme ça, mais l'histoire est super bien faite. Le principe, je trouve ça absolument génial. Et à la fin, vous passez un moment. Voilà, et vous faites des économies parce que pour le prix d'un, vous avez deux livres qui est la même histoire en fin de compte. Très bien. Alors, redites-nous le titre ça s'appelle, et l'auteur. L'énigme Tin Glass, c'est en 10-18 et l'auteur s'appelle Gareth Rubin. Très bien. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, on va faire comme on avait fait dans la première partie. J'ai adoré ça. S'appelle Jean-Louis Millésile, Flamboyante Zola, aux Presses de la Cité. Alors déjà, ça s'appelle pas, ça s'appelle Flamboyante Zola et l'auteur s'appelle Jean-Louis Millésile. Qu'est-ce que j'ai dit, le contraire ? Vous avez dit ça s'appelle Jean-Louis Millésile. Oui, j'ai pas le temps. Alors, souvenez-vous, c'est pas Alice Donna, c'est Madame Bonnat qui avait fait un livre qui s'appelait Dominique Bonnat sur Madame Zola. qui s'appelle Madame Zola, en livre de poche, qui est un livre absolument extraordinaire. Absolument. Elle remet en perspective l'importance de cette femme qui a été invisibilisée par l'histoire officielle et qui est absolument incroyable. Mais alors là, c'est un roman. Et elle redonne, ce roman est absolument incroyable, c'est jubilatoire, ça redonne de la chair à cette femme. Et j'ai appris plein de choses que j'avais oubliées dans l'autre. C'est que le déjeuner sur l'herbe, vous savez, de Manet, en fait, c'est Gabrielle, parce qu'après, elle a changé de nom. Alexandrine. Elle est devenue Alexandrine. Et quand vous voyez la première partie de vie de cette femme, c'est absolument incroyable. Et en fait, elle tombe amoureuse, Zola, par une farce, c'est-à-dire qu'elle est avec Manet, ils sont avec plusieurs personnes au bord de la Marne, je pense, et ils lui disent fais semblant de tomber amoureuse de Zola. Et Zola, il est déjà bougon, et en fait, quand elle va tomber amoureuse de Zola, elle va pas le quitter, et c'est ça donne. Moi, j'ai redécouvert cette femme malgré la biographie. Parce que il y a un moment où elle découvre qu'elle est trompée par Zola. Elle devient folle, c'est-à-dire qu'elle est en chemise de nuit, en hurlant dans tout Paris. Elle veut la tuer. Enfin, c'est absolument. Et puis cette femme, en fin de compte, quand Zola va mourir, elle va adopter les enfants. Ils vont s'appeler Zola. Elle va jamais l'abandonner malgré qu'il l'a trompée et tout. Allez-y, même si vous connaissez pas Zola, c'est un portrait de femme incroyable. Alors, elle parle comme nous on parle, c'est-à-dire que ça redonne de la chair humaine à ce personnage qui est un peu un peu plus froid dans la biographie de. Et alors, j'ai un souvenir incroyable. J'avais eu la chance d'interviewer Pierre Berger, qui est un immense collectionneur. Et dans sa bibliothèque, il avait
2 livres. Alors, je ne me souviens plus, je crois que c'était L'Assommoir, qui avait été dédicacé par Zola à chacune de ces femmes, dont une couverture qui avait été brodée au point de croix. C'était Jeanne qui brodait, et donc l'une à Jeanne et l'autre à Alexandrine, et il avait ces 2 livres, et j'ai trouvé ça, c'est vraiment un grand souvenir. Mais lisez, si vous aimez Zola, lisez ça, parce même que si ça vous ne l'aimez pas, parce que c'est une histoire de femme. On s'en fout, parce qu'en fait, c'est l'histoire ouais. d'une femme qui va changer, elle va changer complètement de vie, mais elle va surtout changer la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il aurait jamais été Zola si c'est quand il part en Angleterre, qu'il est en exil, elle va être là pendant les procès, elle va être là. Et puis franchement, j'étais surpris, j'étais un peu dubitatif quand j'ai commencé ce livre-là. Et puis en plus, vous êtes pris. Puis je trouve que la couverture est assez sympa. Ça m'a donné envie. C'est le contraire du livre de Marc Lavoine avec le cheval. Voilà. Flamboyante Zola, Jean-Louis Milési, c'est aux presses de la Cité. Une enquête vertigineuse, Julie Malor, Vasarely, l'héritage maudit. Oui, j'avais commencé à en parler la semaine dernière, et puis je me suis dit que j'allais attendre d'avoir fini de le lire. C'est incroyable parce que c'est une succession. C'est un peintre qui a eu un succès, alors qui est plus tellement connu aujourd'hui, mais il a révolutionné l'art contemporain. C'est l'époque Pompidou. Moi, c'est tout ce que j'adorais, parce qu'il y avait des calques. J'avais un livre, je crois que je l'ai encore, avec des calques à l'intérieur. Ça bougeait dans tous les sens. Et donc, Julie Malor, elle s'est intéressée à cet héritage où là, vous avez tout du roman policier, des escrocs, des avocats, de la famille. Franchement, c'est là aussi une enquête implacable et hallucinante. Ça dure encore. Mais en fait, je l'ai mis dans le rayon polar, moi. Parce que, en fait, c'est du suspense, quelque part. C'est du suspense, parce que vous dites, mais c'est incroyable. Il y a les galeristes aussi. Enfin, toute son œuvre est aujourd'hui, à la fois pillée. Et puis la couverture est très belle, parce que c'est à Vasarely. Julie Malor, Vasarely, l'héritage maudit au Cherche Midi. Bon, je fais une fixation encore. Oui, allez-y. Jean-Paul Vespini, il a écrit un bouquin. Franchement, Zola à bicyclette, libre et dans le vent, chez Artaud. Alors ça, c'est un truc que je connaissais vaguement, mais en fait, cet homme était un fanat de bicyclette. Ça n'existe, c'était vraiment le début. La dernière lettre qu'il a écrite, j'ai appris par cet auteur, c'était une lettre pour renouveler son abonnement à la revue Vélo. C'est la dernière lettre qu'il a écrite. C'est absolument. Alors ça a l'air anecdotique comme ça, mais pas du tout, parce que en fin de compte, le vélo, ça a complètement bousculé la société du 19e siècle, rien que pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont pu se mettre être libres. Elles se sont mises en pantalon, elles ont pu échapper à leur mari. Et lui, c'est physique, c'est-à-dire. Alors je savais pas qu'il pesait plus de 100 kilos. Et donc, très gros, alors les médecins lui ont conseillé de faire du sport, de faire de l'activité. Et il allait rejoindre Jeanne, sa maîtresse, quand il était à Médan, à vélo et ainsi de suite. Et c'est toute une histoire de la société du 19e, de l'importance du vélo sur les femmes, sur la société en général. C'était très snob, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore trop la voiture et le cheval avait disparu. Et c'est à nouveau, moi j'ai redécouvert Zola aussi, une nouvelle manière. Ça raconte quoi? Ça raconte sa découverte de la bicyclette. Voilà, absolument. Et comment ça a changé sa vie. Mais il était fou de bicyclette. Et puis c'était vraiment ses potes, on dit pas potes, mais Octave Mirbeau, les grands écrivains aussi faisaient du vélo parce que c'était le top du temps. Ils allaient au bois de Boulogne. Non, mais c'est génial. Franchement, alors je sais pas si ce livre aura je sais pas en parler, mais c'est accessible à tout le monde. Ça donne envie. Si vous faites du vélo, allez-y, parce que c'est vraiment c'est là que tout commence. Il est mort 1 an avant le Tour de France, je crois. Mais il aurait adoré avoir le premier Tour de France. Il y avait des tricycles aussi. Incroyable. Franchement, je me suis fait avoir. Bon, j'adore le vélo, mais il faut lire les deux. Effectivement, il faut lire Flamboyante Zola, et puis ils expliquent balloter entre son épouse, sa maîtresse et ses 2 enfants illégitimes en pédalant. Le romancier dépasse ses tourments amoureux, ses doutes sur son cycle et ses échecs à l'académie. C'est génial. Et c'était physique, c'est-à-dire qu'il adorait le vent. Il raconte comment c'est sensuel et comment il se sort de tous ces romans où c'est intellectuel et tout. Mais c'est ce que ressentent beaucoup de gens aussi actuellement. Pourquoi on court, pourquoi on fait du vélo, c'est-à-dire qu'on oublie un peu tout ce pour retrouver son corps. Et franchement, il mérite d'être au top du top. Zola à bicyclette, libre et dans le vent, c'est chez Artaud, et l'auteur s'appelle Jean-Paul Vespini. Voilà. Et puis, alors j'ai reçu ça, je l'ai pas ouvert, mais j'ai trouvé. Aussi. Ça s'appelle The Husbands, donc les maris. Et si vous pouviez changer de mari tous les jours, le Washington Post dit délicieusement addictif, un roman comme une flûte de champagne sans fond. Je trouve qu'en ces périodes compliquées, lourdes, visiblement, quand on vous dit qu'un livre ressemble à une bulle de champagne, ça vous donne envie de le lire. Donc en gros, tous les jours il y a un mari différent qui surgit d'un endroit. Donc je vais
vais le lire et je vous en dirai plus la semaine prochaine. C'est le Nouvel An chinois. Donc je vous ai trouvé un super album qui s'appelle Dragon de Chine, l'encyclopédie illustrée. C'est aux éditions Qilin. Alors, regardez l'illustration. Très beau. Et alors ça, regardez, c'est toute la naissance. C'est tout sur Gérard en couverture avec une petite houppette, voilà. Je suis là et là, voilà, je suis là. Presque un sumo. C'est toute l'histoire des dragons. Génial. Comment naissent les dragons. Il y a toutes les formes de dragons. Alors, je savais pas la différence. Parlez bien dans le micro, ouais. Oui, la différence entre les dragons européens, enfin occidentaux et japonais et chinois, c'est que les dragons européens sont méchants, ils crachent du feu et tout, alors que les dragons chinois sont très gentils, ils nagent, ils volent pas et ils sont synonymes de richesse, voilà, c'est vraiment très 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 beau et c'est un livre soi-disant pour les enfants, mais ça c'est à avoir pour tous les gens qui aiment la littérature chinoise et tout, parce qu'il y a plein d'explications dans la littérature chinoise, vous les trouvez expliquées. Le dragon comme symbole avec les différents empereurs. Et puis les illustrations, c'est absolument magnifique. Franchement, c'est un très 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 joli livre. Dragon de Chine, l'encyclopédie illustrée, c'est chez Qilin et je ne sais pas qui est l'auteur. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur. Mais regardez ça, c'est absolument fabuleux. Non, c'est très très beau, très très beau. On a reçu ce livre, c'est peut-être pour nous, cette maison d'édition chez Larousse Jeunesse. Salut les amoureux, on dirait vous et moi presque. Marcel n'est plus le même, il chante des chansons, il est amoureux. Il est amoureux de son amie Eléa, mais il n'arrive plus à parler. Comment parler le langage de l'amour? Puis le dessin est trop mignon, comme on disait dans mon époque. Dans le temps. C'est très très mignon et là aussi ça peut pour des petits enfants essayer d'expliquer ce que c'est que le sentiment amoureux, les enfants qui jouent, enfin c'est très très joli. Puis il y a ce livre aussi, Le Pélican, Adriano Gazzellini, j'ai adoré c'est magnifique ça. Ce livre, c'est Madame Marceline, sa vie est bouleversée parce que d'un seul coup elle a un pélican qui vient s'installer sur sa tête. Alors elle a un oiseau, c'est pas évident, mais alors elle devient un peu l'attraction de son village et c'est très, là pour le coup c'est des dessins vraiment sympas et rigolos. C'est aussi chez Kaléidoscope. Regardez-nous en podcast, parce que là, vous êtes de plus en plus nombreux. Et là, il y a vraiment beaucoup de photos, d'illustrations à regarder. Merci Gérard. À la semaine prochaine. Bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.